Lorsque le premier cri retentit dans les couloirs étroits du donjon du château Tyrol, les gardes ne réagissent pas immédiatement. Le son était étouffé, comme si quelqu'un déchirait le tissu mouillé avec ses dents. Bientôt, l'un des soldats qui s'était approché de la porte de fer se mit à hurler à son tour. Le rapport du capitaine de la garde indique « La lampe de l'entrée a tremblé et une odeur difficile à décrire, un mélange de viande et de plumes en décomposition, s'est répandue à l'intérieur. » Lorsque la porte fut ouverte, l'un des courtisans gisait sans visage et l'empereur gisait silencieusement, à genoux, en se mordillant l'oreille. Frédéric Barberousse, l'ancien empereur du Saint-Empire romain germanique, est alors emprisonné depuis plus de 8 mois. Officiellement, on pense qu'il s'est noyé au passage de Séleucie. Mais dans les annales secrètes de la maison de Hohenstaufen, il est écrit que le corps n'a jamais été retrouvé. Des conspirateurs du cercle de la Ligue lombarde s'emparèrent de l'empereur et le transportèrent dans un château fort des Alpes. Sur ordre du légat du pape, il y est maintenu dans un isolement total. Pas de lumière, pas de livres, pas de lettres. Seulement des chaînes et 2 serviteurs qui changent tous les 3 jours. Les conditions de détention sont décrites dans les rapports des gardiens. La cellule était une pièce en pierre de 9 pas de long, avec une étroite ouverture. Humidité, moisissure, courant d'air permanent. Au cours des premières semaines, Friedrich tournait encore en rond, criait, demandait une audience, menaçait d'en appeler aux princes allemands. Puis il se tait. Il dormait sur une pierre nue, mangeait peu, refusait parfois la nourriture, l'éclaboussant sur les murs. Déjà à cette époque, on commença à remarquer que sa bouche sentait la pourriture, bien que ses dents fussent intactes. Selon une description médicale faite par un médecin emprisonné secrètement, Friedrich commence à montrer des signes de troubles digestifs. Ballonnement, vomissement de sang et diarrhée noire. L'un des serviteurs, dont le nom n'est pas précisé, note que l'empereur parle dans son sommeil, dans une langue ancienne brisée et comme s'il dictait une lettre à quelqu'un. 3 mois plus tard, les hallucinations commencent. Il prétendit voir son grand-père dans le mur, pointant du doigt les chaînes. Le 4e mois, il refuse de boire de l'eau, ne boit que du vin, puis de l'urine. Les domestiques se sont plaints d'une odeur âcre. Au début, il s'agissait d'excréments. Puis, le corps. L'un d'eux a décrit « La peau de son dos était noircie. Quand je la touchais, des morceaux se détachaient. Il y avait des plaies entre ses orteils. Il sentait l'animal mort. » Les médecins, appelés sur l'insistance du directeur, pratiquent une saignée. Une masse épaisse et sombre sort de la veine. L'empereur rit pendant l'opération. Le lendemain, il tente de s'arracher les ongles. Des conflits internes débutent au sein de la prison. Certains gardiens pensent que Friedrich devrait être libéré par compassion. D'autres pensent qu'il est possédé. Les témoignages varient, mais il n'en demeure pas moins que durant les 6 premiers mois de sa détention, sur 8 serviteurs successifs, 4 ont disparu sans laisser de traces, 2 sont morts, 1 est devenu fou et a été poignardé à mort. L'un d'eux devint fou et fut poignardé à mort par son propre frère à Saint-Barthélemy. Le premier cas de cannibalisme n'est pas officiellement enregistré. Il n'est mentionné que dans une lettre de l'un des cardinaux au pape. Il a mordu les doigts de son scribe. On dit qu'il les mangeait. Un serviteur prétend avoir trouvé une dent dans une marmite de chaudrée. Plus tard, lorsque le lieutenant de la prison voulut changer tous les serviteurs, 3 d'entre eux refusèrent de quitter la prison. Dans leur déclaration, ils écrivent qu'ils sont obligés de rester parce qu'ils sont les seuls à savoir comment le nourrir. Friedrich ne se laisse pas toucher. Il grogne, se déshabille et s'assoit sur une pierre, couvert d'onguents qu'il prépare lui-même avec son propre sang, de l'huile et des herbes introduites clandestinement. Un jour, selon les gardes, il s'écria « Je ne mourrai pas avant d'avoir mangé le traître. » Ce jour-là, en effet, le scribe disparut, ne laissant derrière lui que ses bottes. Une cape tachée de sang fut retrouvée dans un seau d'écume. Au 8e mois, l'empereur ne peut plus se tenir debout. Son corps se couvre de croûte, sa peau se fissure. L'odeur devient insupportable. Les médecins refusent de l'approcher. L'un d'eux décrira plus tard « Ce n'était pas de la pourriture, c'était autre chose. C'était comme si le corps avait commencé à se digérer lui-même.
L'empereur continue de parler. Il s'adresse à des conseillers invisibles, donne des ordres, rit. Il parle de nouvelles lois, de restaurer l'Empire, d'exécuter le pape. Dans les rapports conservés dans les archives de l'abbaye de Saint-Gall, on peut lire « Le bruit court que le vieil empereur est encore en vie, mais s'il est vivant, ce n'est pas un homme. C'est une voix dans l'humidité. » L'un des serviteurs affirme avoir entendu les chaînes s'entrechoquer toutes seules. Un autre, que la cellule sentait la viande, bien qu'aucune nourriture n'ait été apportée. Au début du 9e mois d'emprisonnement, 3 gardes et un scribe avaient disparu dans le cachot. Seul l'un d'entre eux fut retrouvé, un corps tuméfié dans le puits d'égout, sans langue, avec les ongles arrachés et une coupure sur la poitrine. Aucune instruction d'autopsie n'a été conservée. Le serviteur qui a découvert le corps s'est ensuite échappé en laissant une note. Ils ne les mangent pas. Ils viennent à lui d'eux-mêmes. Lors du concile sous l'égide du légat du pape, tenu à Padoue, la question de la détention secrète de Barberousse est soulevée dans un cercle restreint. Le légat propose de liquider l'empereur par empoisonnement. Le cardinal di Monte, qui assistait à la discussion, déclara « S'il mange la chair de l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il mange la chair des chrétiens, le poison est déjà à l'intérieur. Celui qui est capable d'avaler le sien avalera la mort. » La décision est reportée. Pendant ce temps, à l'intérieur du château Tyrol, la situation se dégrade. L'un des jeunes gardiens, Lorenz Scheidel, raconte « Nous n'entrons plus, nous l'entendons chuchoter, comme s'il venait de partout, et la porte est fermée. La nuit, selon des témoins oculaires, de la vapeur chaude s'échappait de la meurtrière de la cellule. Le matin, la pierre autour du château était recouverte d'une pellicule collante qui faisait fuir les insectes. Une fissure en forme de croix est apparue sur le mur nord. Friedrich a continué à vivre. D'après le recensement, aucune nourriture n'a été livrée à la cellule depuis le 27e jour du 9e mois. Cependant, les bruits à l'intérieur ne s'arrêtent pas. Ceux qui étaient de service à la porte affirmaient avoir entendu des bruits de pas. Un jour qu'un prélat de Salzbourg visitait le château, une voix se fit entendre à l'intérieur. Elle prononça « Donnez-moi les lettres, je suis toujours empereur. » Le prélat s'évanouit. On l'emmena. Il n'a plus jamais parlé de ce voyage. Une semaine plus tard, les gardes tentèrent de changer la serrure de la porte. Lorsqu'ils l'ouvrirent, Friedrich se tenait à l'intérieur. Il était complètement nu, sa peau était couverte d'excroissance, il lui manquait un œil. Il tenait un os, probablement un fémur. Derrière lui se trouvaient les restes de 3 hommes, triés dans des sacs. De l'un d'eux, il ne reste que la mâchoire inférieure. L'empereur observe en silence jusqu'à ce que la porte soit claquée. L'information est transmise à Mayence. Le chancelier propose de détruire tous les documents et d'hypothéquer le château. Le rapport, qui porte la mention « réservé au cercle ecclésiastique », indique « Sa chair ne se dessèche pas. Ses yeux sont encore vivants. Il a mangé la chair de ceux qui ont essayé de le libérer. Il ne réclame plus de nourriture, seulement des papiers, seulement du pouvoir. » Les proches du pape commencent à soupçonner que le corps de l'empereur n'obéit pas aux lois de la décomposition. Des reliques religieuses sont envoyées au Tyrol. Croix calcinées, reliques, vases d'eau consacrée. Tout cela est laissé à l'entrée du cachot. L'un des ministres qui avait laissé la croix mourut plus tard dans la fièvre. Dans son dernier délire, selon le procès-verbal du moine, il dit « Il a avalé la lumière ». Il a dit qu'il ne lui restait plus que le cœur. De plus en plus de corps disparaissent. 2 scribes, envoyés pour rédiger une chronique officielle de l'emprisonnement, disparaissent. Leurs plumes et encriers sont retrouvés plus tard, à l'intérieur de la cellule, contre le mur. L'encre avait été remplacée par du sang. Un soldat témoigne. Il écrit, il gratte des messages sur le mur, comme si ce n'était pas pour lui, mais pour ceux qui viendront après. Le 10e mois, l'ordre est donné de ne plus mentionner le nom de Barberousse dans les discours publics. Les monastères, notamment ceux de Bamberg et de Trèves, commencent à éditer les textes. Ils biffent le titre, remplacent les mots « empereur » par « ancien prisonnier ». Cela provoqua un schisme. Certains théologiens soutenaient que s'il était encore en vie, c'est que Dieu le préservait. D'autres estimaient qu'il était devenu un objet de souillure. À Ratisbonne, le premier conflit armé eut lieu. Un moine en frappa un autre avec un livre d'église, et ce dernier mourut d'une commotion cérébrale. Au château, les choses tournent au désastre.
L'un des gardes commença à se découper la peau pour ne pas être mangé par la peau. L'un des gardes a commencé à se découper la peau pour ne pas être dévoré de l'intérieur. Un autre s'enferme dans la chapelle et meurt de faim. Un gardien principal a disparu. Un jour plus tard, dans le couloir devant la cellule, on a trouvé une inscription gravée sur le mur. « N'entrez pas, il est en moi ». Un nouvel ordre arrive de Mayence. Le murage du donjon. Cela se fait de nuit. La chambre est recouverte de pierres, remplie de chaux, et la ventilation est coupée. Toutes les armes trouvées à l'intérieur furent brûlées. Le corps n'a jamais été enlevé. Frédéric est resté vivant dans la pierre. Les chroniques officielles disent « il s'est noyé comme on le lui avait dit ». Le lieu d'emprisonnement n'est pas indiqué sur la carte. Mais 3 des personnes impliquées dans la mise au tombeau ont été rendues folles par la suite. L'un d'eux a déclaré « il parle encore ». Il parle même quand personne n'écoute. Après le murage de la chambre dans le donjon du château Tyrol, il y a eu une rupture soudaine dans les chroniques. Dans les sources officielles, Frédéric Barberousse est désormais présenté comme s'étant noyé lors de la traversée du fleuve. Son enterrement est décrit de manière schématique, sans détails corporels, sans reliques, sans témoins. Mais dans les registres du monastère conservé à Bâle, on trouve une note « Les cendres ne sont pas remises ». Le cercueil est fermé par un vide. Le nom est inscrit sans reste. Le premier à contester cette affirmation fut le pasteur Hermann d'Augsbourg. Dans un sermon public, il déclara « Il ne s'est pas noyé, il a été putréfié, et la pourriture n'est pas morte. » Il est arrêté. 3 jours plus tard, il est retrouvé mort dans sa cellule. Le visage grignoté. La peau de sa poitrine avait été arrachée. Il y avait une inscription près de la fenêtre. « Il reste une dent, cela suffira. » C'est le premier décès associé au nom de Barberousse en dehors du Tyrol. Entre-temps, des messages anonymes circulent dans les monastères du sud de l'Allemagne, évoquant le retour du vieil empereur. De nouvelles sectes apparaissent, de petits groupes de personnes qui refusent de reconnaître sa mort. Ils s'appellent les chénistes et croient que Frédéric dévore les faibles pour rester. Certains se mutilent, laissant sur leur corps des cicatrices en forme de maillons de fer. Ils sont arrêtés, mais leur nombre ne diminue pas. À Fribourg, des moines commencent à disparaître. D'abord 1, puis 3. Tous travaillaient aux archives où étaient conservées les lettres envoyées pendant les années de captivité. Ces lettres ont été brûlées. Avant qu'elles ne soient détruites, le scribe réussit à faire une copie d'un passage « J'ai faim, mais pas de chair » de mémoire. Oubliez-moi et je m'en irai à la chaîne. La panique s'installe dans les milieux impériaux. À Mayence, la lecture des chroniques du règne de Barberousse est annulée. Les célébrations en l'honneur des victoires de Milan sont annulées. À Rome, le pape confirme officiellement « L'empereur Frédéric est mort et ne ressuscitera pas ». Mais la même année, un archiviste qui avait affirmé avoir vu une carte indiquant le lieu de la sépulture comme étant « in » disparaît au monastère de San Marco. Sa cellule était vide, à l'exception d'un morceau d'os sur son oreiller. Pendant ce temps, des signaux ont commencé à provenir du château Tyrol. Les gardes entendaient des bruits sourds, rares, mais réguliers. Ils ont d'abord pensé que la pierre s'était tassée. Mais les coups sont arrivés exactement au même moment, vers la 3e heure du matin. Un garde raconte « Le son n'est pas étouffé. C'est comme s'il venait de l'intérieur de quelque chose de creux, comme un tonneau ou une cage thoracique. » Une semaine plus tard, le même gardien a été retrouvé à l'extérieur de la ville, la bouche froncée. Ses doigts étaient serrés. Dans la paume de sa main se trouvait un sceau avec le sceau impérial. Il était interdit de tenter d'ouvrir la cellule. Mais le château a renforcé sa sécurité. Des soldats patrouillent, même sans ordre. L'un d'eux écrit dans un rapport « Nous ne croyons pas à la mort, nous croyons au silence. » Et c'est fini. Dans les monastères, le nom de Friedrich est interdit. Il est remplacé par captif ou tais-toi, mais les prédicateurs de rue commencent à prononcer son nom en priant. C'est ainsi qu'est née la rumeur selon laquelle il était devenu un saint enfermé pour les péchés des autres. La curie pontificale ordonne que tous les souvenirs de la captivité soient détruits. Les rapports, les fiches des serviteurs disparus dans le château. Les rapports médicaux disparaissent des archives. Une biographie officielle est rédigée, brève, avec une fin pieuse, mort
au service de Dieu, sur la route, en Orient. Mais même dans cette version, un paragraphe a été biffé. Il y est dit que le corps n'a pas été retrouvé, mais qu'il y avait encore des chaînes chaudes dans la grotte. Le nom de Friedrich est à nouveau craint par la population. Les enfants refusent de dormir dans des chambres décorées de fer. Dans les tavernes, on enlève les barreaux. Les chiens commencent à disparaître dans certaines villes. Ils sont sacrifiés, selon les croyances, pour nourrir l'homme enchaîné et ne pas être mangé. À Ulm, un forgeron forge une chaîne de 18 maillons et l'accroche à la porte avec l'inscription « Il ne passera pas s'il est enchaîné ». 2 jours plus tard, le forgeron est retrouvé mort. Le fer était dans sa gorge. L'histoire de Friedrich n'est plus une histoire. Elle est devenue un phénomène. Il n'était plus une personne. Il est devenu une forme de peur qui ne peut être ni reléguée à la terre, ni canonisée, ni oubliée. Il n'était pas craint comme un tyran, mais comme un vestige qui n'a pas disparu, alors qu'il aurait dû disparaître. La partie suivante est le point culminant. La tentative d'ouverture secrète de la cellule, la disparition de l'équipe d'exorcistes, la décomposition des structures de pouvoir et le document final décrivant ce qui a été trouvé derrière le mur 30 ans plus tard. Confirmez-le et je continue. 30 années se sont écoulées. Sur la carte, le château Tyrol était toujours répertorié comme propriété de l'église, mais en fait il était vide. Aucun des anciens gardes n'était resté. Les paysans locaux l'évitaient. Dans la bibliothèque du monastère de l'abbaye de Saint-Titus, on trouve une dénonciation. La nuit, des bruits comme des coups sur du métal sont entendus depuis les montagnes. Une fois un grognement, une fois un nom. C'est à cette époque qu'un conseil secret se réunit à Ratisbonne. L'occasion en est la découverte d'un crâne avec un sceau en or conservé, identique à celui du dernier chancelier Barberousse. Le crâne a été trouvé dans la cave d'une maison privée près du Tyrol. Il était accompagné d'une note. Il n'a pas pardonné. Il est décidé d'envoyer une délégation de 8 personnes au château, dont des prêtres, 2 médecins et un archiviste. Leur mission est d'ouvrir la cellule et de documenter la clôture de l'affaire, comme l'indique la lettre d'accompagnement. L'expédition arrive au début du printemps. Le château est vide. Les parties en bois se sont effondrées, mais les cachots ont été préservés. Le passage vers la chambre est barré par une pierre sur laquelle sont gravés en croix les mots « Ici mourut le pouvoir ». Malgré les protestations de l'un des prêtres, l'autopsie commence. Les pierres sont enlevées silencieusement, une à une. Au bout de 2 heures, ils atteignent le mur intérieur. Derrière lui, le vide et le silence. L'air était sec, il n'y avait pas d'odeur. Tout était écrit. Sur un parchemin retrouvé dans les archives personnelles du moine Augustin, on peut lire « Le mur était creux. Derrière, il y avait une pièce sombre, sans fenêtre. Au centre, une marque de corps. Pas de peau. Les os sont partiellement conservés. Le visage est tourné vers le sol. À la place de la langue, une chaîne de fer soudée à la mâchoire. Des traces de griffes sur les murs. Mais pas vers l'extérieur, à l'intérieur. En s'approchant du corps, l'un des prêtres a perdu connaissance. L'autre s'est arraché un ongle. Plus tard, il a déclaré « Il regardait, mais il n'y avait pas d'yeux ». L'archiviste a constaté que le corps était non décomposé, mais non vivant. Pas de pourriture, pas d'odeur, pas de signe de vie. Juste de la chair drapée de noir et des os qui ne sonnaient pas au toucher. Ils étaient mous comme s'ils avaient vécu. Un médecin a pratiqué une incision dans la cage thoracique. Sous la peau, un liquide chaud, semblable au sang, mais épais comme du goudron, perlait encore. L'un des participants l'a touché. Il a eu de la fièvre. Il meurt 2 jours plus tard. Les archives de l'expédition ont disparu la même année. Seule une note subsiste dans les chroniques, vérifiée, fermée. Mais selon les moines revenus de l'expédition, l'un d'entre eux n'a pas parlé jusqu'à la fin de sa vie. Seule la phrase suivante a été écrite. « Il a mangé pour rester. Nous l'avons libéré. » Après l'autopsie, des disparitions ont commencé à se produire autour du Tyrol. La première à disparaître est une servante qui porte de l'eau aux membres de l'expédition. Puis un messager. Un mois plus tard, un bébé sans yeux ni bouche a été retrouvé dans un village. Personne n'a osé établir un lien direct avec l'événement, mais les villageois ont commencé à fuir le village. Le pasteur local a été assassiné. Il a été cloué à la porte de l'église. Gravé sur son ventre, pas de porte. Le gouvernement commence à s'effondrer.
À Augsbourg, les moines refusent de célébrer les offices religieux. À Venise, les ambassadeurs venus négocier repartent avec cette phrase « Vous le laissez revenir ». L'un d'entre eux se noya plus tard dans un puits, après avoir dit « Il est à nouveau enchaîné. Mais maintenant, les chaînes sont en nous. Rome lance une malédiction. Quiconque touche au nom de Barberousse est excommunié. » L'Église commence à racheter les archives privées qui mentionnent les derniers 2 mois de sa vie. Dans les caves des monastères, de vieilles chroniques commencent à disparaître. Un scribe est retrouvé mort, une page pressée contre son visage. Sur le parchemin, on pouvait lire « Il m'a vu ». Le site du château Tyrol commence à s'effondrer. 1 an plus tard, le mur nord s'effondre. Les habitants disent avoir entendu une voix à l'intérieur. Un vieil homme a affirmé qu'elle disait « Nommez-moi encore ». Les autorités municipales ont enlevé les pierres. Tout ce qui était lié au donjon a été enterré. Ils ont mis du fer autour de l'endroit. Mais 1 fois par an, le jour de sa mort supposée, un feu noir brûle dans le village. Pas de fumée, pas de cendres, juste des flammes sur le sol. Le nom de Friedrich n'est plus écrit. On l'appelle d'un autre nom, celui qui était à terre. Les chaînes ne sont plus accrochées dans les églises. Le fer est interdit près des autels. Et dans les archives murées, sous la poussière, il n'y a plus qu'un seul document intouchable. Il a été brûlé sur les bords. Il ne porte qu'une seule phrase. Il n'a pas mangé de chair. Il a mangé de l'ordre. Confirmé. Et je terminerai par la dernière, la 5e partie. Les résultats spirituels et politiques, la disparition de la foi dans le pouvoir lui-même, la disparition du nom de la langue, et comment le silence est devenu la seule forme de défense. 1 an après l'ouverture de la chambre du château Tyrol, la première ville disparaît. Un village appelé Altbruck, qui se trouvait au pied de la colline, a été trouvé désert. Les tables sont dressées, les portes ouvertes, des traces d'ongles sur les murs, pas d'habitants. Le prêtre arrivé avec le détachement témoigne, c'était comme si tout le monde était sorti, mais personne n'était parti. Sur le mur de charbon de bois, il reste « Nous avons été entendus ». La malédiction jetée par la papauté sur le nom de Frédéric n'a pas empêché sa diffusion. Il n'a pas été prononcé, mais il a été écrit. Sur les murs des auberges, sur le corps du bétail, sur le dos des mendiants. Parfois, sur des parchemins enfermés dans des livres où il n'y avait que du vide. Les scribes refusaient d'utiliser des plumes d'oie. Les moines saignaient du nez en essayant de réécrire les vieilles chroniques. L'un d'entre eux, le frère Clément, est mort, les mains desséchées, en répétant « Chaque lettre est un lien ». L'empereur n'est plus considéré comme un être humain. Il est devenu le symbole des déchus. Pas les morts, ni les damnés, mais les déchus. On disait de lui qu'il avait rongé son frein dans les profondeurs de l'histoire et qu'il chuchotait désormais dans l'obscurité, non pas à l'un d'entre eux, mais à ceux qui voulaient le pouvoir. Un terme est apparu, les rois de la chaîne. C'était le nom donné aux souverains qui accédaient au pouvoir après la disparition de rivaux, des morts étranges ou des fléaux. Les gens croyaient que si l'on entendait une chaîne dans son sommeil, on était le prochain. L'Est de l'Empire est en proie à des troubles. À Breslau, le gouverneur disparaît. À Cracovie, l'évêque est mort, les bras en croix, comme si on le traînait. À Prague, on écrit au fusain sur les portes de la cathédrale. Il a vu vos couronnes. Il attend. Les temples commencent à ériger des autels en bois, le fer étant considéré comme un guide. Les monastères commencent à réciter des prières à mi-voix. Les chants s'arrêtent. Les princes encore fidèles au Hohenstaufen deviennent fous. L'un d'entre eux, le comte Eberhard, se fit couler une couronne de chêne qu'il porta jusqu'à sa mort. Lorsque son corps fut ouvert, l'intérieur de son crâne était couvert de marques de brûlure, comme si le fer avait brûlé de l'intérieur. Son aumônier a déclaré « Il a entendu une voix dans la nuit. Elle lui a dit qu'il ne se noyait pas. Il était juste en train de couler. » À la fin du XVIe siècle, un conseil secret a été convoqué. Son objectif était de faire disparaître tous les textes relatifs à l'emprisonnement de Frédéric. Plus de 600 parchemins, 91 annales, 29 épîtres et 4 armoiries officielles sont saisies. Tout était brûlé. Les cendres sont dispersées en Toscane. Mais même là, comme l'écrit un messager, les oiseaux ne se sont pas posés pendant 2 jours. Il ne restait plus que le silence. Il est devenu la norme.
Les monastères ne sonnent plus les cloches. Les chapelles fermèrent leurs portes même pendant la journée. Le nom de Friedrich n'est plus écrit, même pas dans les premières lettres. Dans les jeux d'enfants, le mot chêne est interdit. Un jour, un garçon alsacien l'a prononcé à haute voix. Le lendemain matin, on l'a retrouvé vivant, mais avec la langue engourdie. Une fine ligne de brûlure sur les lèvres. C'est ainsi que le pouvoir a fini par perdre sa voix. La peur du nom, qui ne disparaissait pas, mais se refermait sur le monde, devint plus forte que la peur de la mort. Les prêtres ont prié pour le silence. Les roturiers prièrent pour l'oubli. Les archives sont restées vides. Les pierres restèrent intactes. L'existence du château Tyrol fut rayée de toutes les cartes. Et pourtant, dans un monastère, sous la bibliothèque du château, se trouve un parchemin, brûlé sur les bords, avec des gouttes de sang dans les marges. Il n'a pas de titre. Il comporte 23 lignes. La dernière dit « Ce n'était pas un dragon, ce n'était pas un saint, ce n'était pas un homme. Il était ce que nous appelions le pouvoir. Nous l'avons nourri pour nous-mêmes. » Depuis lors et jusqu'à ce jour, lorsque le cœur de l'Église se tait et que les bougies s'éteignent sans un souffle, personne n'élève la voix. Car dans le silence même, la chaîne vit encore. Et si vous la nommez, elle répondra.